On m'a envoyé là-bas parce qu'on pillait leurs tombes. Il m'a fallu 5 heures de route pour trouver leur village qui s'appelait El Precipicio, le précipice. Je me suis rendu tout de suite au cimetière où 3 hommes m'attendaient. Le maire, un prêtre qu'on appelait El Padre, qui refusa de me serrer la main et se signa, et un anti qui restait à l'écart. J'ai tout de suite su que ces messieurs n'allaient pas m'aider dans mon enquête. J'ai pris des photos, mais il n'y avait aucune trace de pas, rien. Le cimetière était pauvre, les cercueils de pierre étaient posés à même le sol et s'enfonçaient légèrement dans la terre. Cette façon d'enterrer les morts était unique dans la région et remontait à une tradition ancestrale. On sait combien les traditions peuvent être extravagantes, pour ne pas employer un autre terme. Sur les fins couvercles de pierre reposaient parfois quelques fleurs séchées. N'importe qui, pourvu qu'il soit bien portant, pouvait ouvrir les cercueils à lui seul. Les 3 hommes qui se tenaient devant moi n'étaient pas représentatifs de la pauvreté des lieux. 4 tombes avaient été pillées, on avait pris les objets souvenirs qui s'y trouvaient et des bijoux sans valeur. On avait même emporté les squelettes, ce qui me laissait perplexe. Cette affaire allait être dure à résoudre, je le sentais. Les 3 hommes m'ont ensuite emmené au village, traversé par une grande rue. À l'entrée du village, il y avait la maison de la bouchère, et sur le pas de la porte se trouvait une fille en fauteuil roulant. Je lui dis bonjour. Elle m'a souri sans toutefois me regarder, et je l'ai trouvée d'une telle beauté que le temps s'est comme suspendu, littéralement. Ce genre de coup de foudre est toujours ridicule quand on en parle, comme je le fais à l'instant. C'est même un cliché convenu, jusqu'à ce que ça vous arrive pour de vrai. Cette fille m'avait subjugué, mais je vous rassure, la chronique que je m'apprête à faire ne laisse aucune place à l'amour et aux beaux sentiments. El Padre m'a alors fait savoir qu'elle était muette et demeurée, des suites d'un accident. Ça n'a fait qu'accentuer l'intérêt que je portais à cette fille. La boucherie était attenante à la maison. Par la fenêtre, j'ai vu la mère de la fille à l'œuvre. On a continué à marcher jusqu'à la grande place. D'un côté, il y avait les maisons avec les gens qui me regardaient depuis leurs fenêtres. De l'autre, un précipice abyssal. Je me suis approché de la balustrade pour me rendre compte de la hauteur. J'ai été pris de vertige. J'ai relevé les yeux et j'ai vu la vallée à perte de vue. Après quoi, le prêtre et le nanti se sont retirés et le maire m'a invité chez lui. À l'étage se trouvait son bureau. Il y avait fait construire une cellule avec des barreaux, comme chez les shérifs. C'est là qu'on coffrera le pilleur, inspecteur, m'a-t-il assuré. Je n'ai pas eu le temps de répondre qu'une femme toqua à la porte. C'était la panadera, une boulangère qu'on m'a présentée comme mon amphitryon pour toute la durée de mon enquête. La ville est loin, m'a dit le maire. Tout au mieux trouverez-vous un village tous les 40 kilomètres. Vous faites bien de rester sur place. Je les ai remerciés tous les deux. Le maire m'a assuré de son soutien et j'ai suivi la brave femme jusqu'à chez elle. Elle était froide malgré ses formes généreuses. Elle n'a rien dit, puis s'est décidée à parler. « J'ai été désigné au sort pour vous héberger, mon beau. Personne ne voulait d'un étranger chez nous, surtout pas un gars de la ville comme vous. J'ai accepté parce que j'ai le sens du devoir, voyez. Je l'ai remercié et lui ai dit que je resterais discret, que je serais invisible. Puis pour faire diversion, je lui ai demandé si elle avait des enfants. « Des enfants ?» qu'elle m'a répondu. « Pour qu'ils vivent dans ce monde de gueux ?» Je crois qu'elle se référait uniquement à son village et aux conditions des ouvriers agricoles. « Hors de question !»« Des enfants. Que les enfants restent dans les étoiles. » Elle a ajouté que ça l'emmerdait sévère qu'on appelle un gars de la ville, comme moi, pour régler leurs problèmes de pillage. Je lui ai expliqué que mon patron connaissait le maire et que j'étais un jeune prometteur qui avait déjà fait ses preuves. Somme toute, un homme de confiance. Elle a gardé le silence, puis a dit « Tant qu'il reste des tombes à piller, t'as peut-être une chance de le choper. » Ensuite, elle m'a servi du vin, de la piquette comme j'en avais jamais goûté, puis elle s'est assise en face de moi, les jambes écartées. Je voyais presque ses dessous. Elle a terminé en disant que les morts n'avaient pas à déambuler sur la terre, que la terre appartenait aux vivants. « Qui vous dit que les squelettes ne sont pas remis en terre ailleurs ?» ai-je dit. « Ou du moins, dans des cercueils, fussent-ils sous terre ?»
Elle a fait mine de pas entendre, puis je l'ai interrogée sur son quotidien. Je ne la suspectais pas vraiment, mais elle s'est sentie offensée et s'est éloignée en déclarant « Souper à 8 heures, soyez à l'heure ». Comme il faisait encore jour, je suis sorti me promener. Il y avait personne dehors, sauf la bouchère et sa fille handicapée sur leur véranda. La mère buvait un verre, je suis allé lui parler. Je n'ai posé aucune question pour l'enquête, je ne voulais pas qu'elle réagisse comme la boulangère. Je devais d'abord gagner leur confiance à ces gens-là. On a parlé un peu de sa fille, de son terrible accident, et puis j'ai entendu une voiture au loin. La bouchère m'a dit que c'était le médecin qui vivait à l'écart du village. Ensuite, je suis rentré souper. Et dans les toutes dernières lueurs du jour, j'ai vu une arrivée massive d'hommes, les trabajadores. Ils travaillaient sur les terres du Nanti, dans le vin mauvais ou les champs d'oliviers. L'un d'eux m'a fait demander. Je suis sorti et il m'a dit qu'on avait pillé la tombe de sa femme. Il m'a raconté la vie de la défunte, les bijoux qu'il avait mis dans son cercueil et encore bien des choses que j'ai cessé d'écouter. Il sentait mauvais de la bouche et des aisselles. Il était sale, l'œil porcin. Je n'avais soudain pas envie d'aider ces gens-là, juste à cause de leur hygiène et de leur apparence qui me répugnaient. Je sais, c'est terrible à dire, mais je me suis promis de tout dire dans ce récit. Bientôt, un attroupement s'est formé autour de moi. Il y avait des victimes, des curieux et des gens qui avaient peur. Chacun y allait de son commentaire et c'est devenu un immense brouhaha. Je crois que l'homme peut aimer son prochain, mais pas tout un groupe d'hommes. Fallait les voir avec ce mélange d'espérance et de haine contenue. Je représentais l'espoir et à peu près tout ce qu'ils n'auront pas ou ne seront pas. Je ne me sentais pourtant pas supérieur à eux, non, juste différent, pas à ma place du tout. Heureusement, le prêtre est intervenu. On l'écoutait et on le respectait. Il a invité les travailleurs à me laisser tranquille et à aller se doucher, ce qui était une excellente idée, puis il a annoncé qu'il dirait une messe pour les victimes du pillage. Le lendemain, le Nanti m'a appelé. L'un de ses employés disait avoir vu une créature en revenant de son tour de livraison. Je suis allé le voir, et l'ouvrier agricole était perplexe. « Je roule toujours lentement, m'a-t-il dit. La route est sinueuse et elle se recouvre souvent de givre, la nuit venue. Je l'ai vu au sortir du virage. J'ai freiné sec. Je pensais qu'il s'agissait d'une biche ou peut-être d'un sanglier. On ne voyait que par intermittence à cause de la brume. Mais l'animal est resté là à me regarder. Une biche, je sais pas moi, aurait détalé tout de suite. J'ai voulu m'avancer pour mieux voir, mais à peine j'ai redémarré qu'il a disparu dans la forêt. Et à quoi ressemblait l'animal au juste, ai-je demandé. Je ne sais pas, il était trop loin et mes phares l'éclairaient tout juste assez pour voir sa silhouette. Je ne sais pas ce que c'était. Mais se tenait-il debout, ai-je demandé. Non, enfin oui, je ne sais pas, je ne sais plus. Je n'ai rien pu sortir de cet entretien. Le témoignage était trop confus. Et l'homme semblait affecté par sa rencontre, sans doute parce qu'il n'avait aucun nom d'animal à mettre sur cette chose qu'il disait avoir vue. Le Nanti m'a ensuite dit en aparté. « Dépêchez-vous de trouver le pilleur. Que ce soit une bête ou un homme, je m'en cogne. Je m'en cogne. Cet employé, vous comprenez, il n'a plus l'esprit sur terre. Regardez-le, apathique là. Comprenez-moi, inspecteur. S'il est fichu, il me sert plus à rien. » J'ai eu un peu pitié du pauvre ouvrier agricole. Il était réellement impacté. Et en le regardant, là, comme ça, recroquevillé sur sa chaise, à trembloter, j'étais de nouveau motivé à aider ces campagnards. Puis on a entendu des bruits. Je me suis retourné brusquement, et j'ai vu des gosses détaler. Ils sont allés répandre la nouvelle. Je suis allé ensuite chez le médecin. Il était revenu de sa tournée, il m'a fait entrer dans son salon. Il faisait sombre. Une immense bibliothèque supportait des ouvrages de médecine générale et d'anatomie. Et près de la cheminée se trouvait un squelette, maintenu par un pied et des vis. Je m'approchai du squelette, mais aucune trace de terre, et il semblait même faux.
Le médecin se disait fatigué, lui, à cause de la route. Il a parlé de son travail dans les campagnes, de sa vie solitaire. Il déplorait ne pas avoir de temps pour l'amitié et le divertissement. Pas étonnant, pensais-je, un homme de savoir comme lui, toujours en mouvement, tisse difficilement des liens avec des illettrés qui passent leur temps dans les champs. Tout au plus reçoit-il leur gratitude quand il guérit leurs plaies ou leurs maux. Le médecin ne pouvait-il pas sympathiser avec un humble ouvrier agricole? Et un ouvrier agricole n'est-il pas capable, malgré son quotidien harassant, d'avoir quelques jugements critiques de valeur? Bon, au fond, je n'en savais rien. Peut-être étais-je un idéaliste. Peut-être que je disais ça pour avoir bonne conscience, pour être véritablement bon. Allez savoir. Je me ressaisis et me concentrai à nouveau sur le médecin. Il a continué à me parler, puis je l'ai invité à aller à l'église. Il m'a dit qu'il ne participait jamais aux messes del Padre. Je l'ai alors salué et suis parti en direction du lieu sacré. La foule des fidèles commençait à entrer dans l'édifice. Je suis entré à mon tour, et sans plus de cérémonie, le père a évoqué une vieille légende, celle d'un morbide fantôme qui parcourait les cimetières du monde entier pour déterrer les squelettes. Dans les yeux des villageois, me croirez-vous, je devinais la peur et la superstition. Les enfants, tout devant, écoutaient assis en tailleur avec la bouche ouverte et le nez qui coule. Le prêtre a arrêté son folklore pour mieux apprécier l'effet qu'il causait sur la foule des ingénus, puis il a dit sur un ton rassurant. « Mais ce n'était nullement un fantôme, sinon un homme fou, qui ne laissait pas reposer les morts. Les morts appartiennent au passé. Les vivants doivent cueillir le jour présent. » La foule a murmuré des plus belles, et malgré tout, ils étaient rassurés. Un homme, même aussi fou, c'était beaucoup moins effrayant qu'un fantôme. C'est du moins ce qu'ils croyaient. Après la messe, j'ai demandé au padre de ne pas attiser cette peur. « Vous me faites un sermon, inspecteur ?» m'a-t-il rétorqué avant de reparler de cette vieille légende. Le prêtre prenait visiblement des libertés et inventait des contes et légendes, pas très catholiques comme attitude. J'ai écouté poliment. Je suspectais le prêtre. Mais bon, au fond de moi, je savais que je divaguais. Je le savais, oui, la fatigue, l'air des champs qui puent, un début de nausée. Donc je suis allé me coucher tôt ce jour-là. J'ai proposé au maire qu'on fasse des tours de garde près du cimetière. J'ai fait la première ronde avec un trabajador qui m'a raconté son quotidien. On était à une vingtaine de mètres de l'entrée du cimetière, qu'on voyait tout juste à la faveur de 3 lampadaires. Le villageois était philosophe dans l'âme. Il aimait sa femme, disait-il, mais il allait chercher l'amour physique ailleurs parce qu'elle ne forniquait plus. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a aussi dit qu'il avait un rêve, acheter une maisonnette au bord de la mer, un bout de terre cultivable, des siestes et des baignades, du bon manger et puis des amis avec qui tout partager. C'était ça son rêve. Moi, j'ai rien dit. J'étais un jeune ambitieux, mon objectif c'était d'être reconnu à la ville, même si pour l'instant j'ai élucidé les mystères de la campagne. Ce soir-là, on n'a rien vu de suspect. Au cours de la deuxième ronde, néanmoins, une tombe a été pillée. Je m'étais fait un poste d'observation à l'écart. Je n'ai rien vu venir. Les 2 villageois qui étaient tout près des tombes, 2 frères, non plus. Ils se sont endormis, enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Le pilleur avait pu être de la ronde, encore que je ne voyais pas pourquoi il serait dans le coup, puisqu'on avait volé le squelette de leur mère et qu'il paraissait très affecté. Je vais devoir redoubler de vigilance. C'est ça que je pensais à l'époque. Mais vous comprenez, la luminosité est faible et les nuits sont longues. 3e ronde, RAS. Le pilleur n'est pas venu. Peut-être a-t-il renoncé. 4e ronde, les 2 autres qui montaient la garde tout près des tombes ont été assommés. J'ai vu toute la scène et j'ai manqué le pilleur de peu. Il était athlétique et svelte. Je suspectais quelqu'un qui se ménage. Impossible que ce soit un travailleur vu les dures journées qu'il passait au champ. Il était athlétique, certes, mais aussi bossu.
à moins que ce ne soit un baluchon qu'il portait sur l'épaule et dans lequel il mettrait les ossements à la va-vite. Je l'ai perdu à la faveur de la forêt. De ce que j'ai aperçu, il semblait porter un masque difforme qui faisait penser à un chien ou un loup, d'où la bête que l'ouvrier disait avoir vue. Au matin, on a organisé une battue, car je pensais que dans l'excitation de la veille, le suspect avait pu laisser quelque chose en chemin. Un chien m'a rapporté un os, un fémur humain. J'étais déçu et j'ai donné l'os aux proches de la tombe pillée, une pauvre femme qui s'est mise à pleurer dans mes bras. L'os appartenait à son mari mort pendant la guerre, et tandis qu'elle pleurait, j'essayais de faire le profil psychologique du pilleur, qui pouvait s'obstiner à piller ses tombes, y compris quand le cimetière était surveillé. Peu après, une autre tombe a été pillée. Ce soir-là, il y eut une grande vague de froid et un brouillard terrible. La lumière des lampadaires mourait asphyxiée par la brume, à tel point que la ronde ne servait plus à rien. Je me relevai doucement de mon poste d'observation. Je pouvais sentir mes genoux craquer sous l'effet de l'oxydation et du vent glacial. J'avançais lentement vers le cimetière. Je ne voyais qu'à 1 ou 2 mètres tout au plus. J'allais avertir les 2 autres, quand j'ai entendu un bruit de corps à corps, puis un bruit sourd et un appel au secours. Je me suis mis à courir, j'étais lent, à cause du froid et des mottes de terre contre lesquelles je butais. Je pus me diriger dans la brume et vis enfin les 2 hommes. L'un d'eux avait l'arrière du crâne ouvert, l'autre qui tenait sa tête avait les mains complètement recouvertes de sang. J'entrevoyais déjà les sermons du prêtre et la colère des autres villageois. Après un tel incident, personne ne voudrait plus m'épauler dans ces tours de garde. Le pilleur, lui, avait encore pu prendre la fuite. On a ramené le travailleur, il était inconscient. J'ai fait venir le médecin aussi vite que j'ai pu, et j'ai veillé toute la nuit près de l'homme. Le médecin a arrêté le saignement, puis m'a adressé un regard guère rassurant. Il a ensuite mis une main sur mon épaule et m'a laissé seul avec la femme de la victime. Elle pleurait près de la table de chevet, moi je restais à l'écart. Elle ne m'a adressé aucun regard, et ce n'est que bien plus tard que j'ai ressenti toute la colère qu'elle avait pour moi. Le pauvre Louis est resté longtemps dans le coma, à tel point qu'on a dû le transférer dans un hôpital, le village ne permettant pas les perfusions. Je craignais pour sa vie. Plus tard, j'ai recueilli le témoignage d'une femme, la voisine de la bouchère, qui disait avoir vu une silhouette dans l'arrière-cour de la maison de la bouchère, justement, tout près de la grange. Apeurée, elle a attendu dans sa cuisine une poêle à la main. Avec ce qui était arrivé à Louis, c'était compréhensible. Ensuite, il s'est passé 3 semaines. 3 semaines sans un seul pillage. Les volontaires se sont fait rares, puis plus personne n'a voulu faire l'éveil avec moi, y compris parmi les victimes du pillage. L'accident de Louis n'aidait pas, et puis leur quotidien harassant les rattrapait. Comment veiller toute la nuit quand vous travaillez tout le jour? Le rythme était intenable, d'autant que le pilleur semblait avoir renoncé à braver nos tours de garde. J'ai demandé des renforts, mais mon patron m'a fait savoir qu'il n'enverrait personne. J'ai insisté auprès du maire qu'il connaissait, mais le maire m'a simplement répondu « Je suis sûr que vous y arriverez très bien tout seul, inspecteur. » Pour être tout à fait franc, j'en avais marre de ces rondes. J'étais tout seul désormais. Parfois, je n'étais plus tout à fait attentif à ce qui pouvait bien se passer dans le cimetière. Je divaguais et pensais à ma vie, à mon enfance, à l'homme que j'aurais aimé être. Et puis, le cimetière était si grand et si mal éclairé que même un homme attentif aurait eu du mal à tout contrôler. Surtout une nuit entière. Bref, ma méthode ne fonctionnait plus. Si tant est qu'elle ait fonctionné à un moment donné. Et les pillages ont repris. Je n'avais pas d'indice viable que des fausses pistes. Je devais tenter le tout pour le tout. Sans rien dire à personne, je me suis mis dans un cercueil encore intact. J'avais une chance sur des dizaines de me mettre dans le prochain cercueil à être pillé. Et aller savoir si le pillage aurait eu lieu cette nuit-là et pas d'ici 3 ou 4 semaines. Je vous épargne la description de toutes mes sensations, les problèmes d'aération, de claustrophobie, ainsi que le monologue intérieur qu'on peut avoir quand on s'enferme dans un cercueil.
Pensez-y un instant. Je m'y suis pris à 2 fois. La première fois, le pilleur n'est pas venu. Aucune tombe n'a été pillée. Enfermé comme ça dans un cercueil, dans le noir absolu, je n'enquêtais soudain plus sur le pillage d'un cimetière, sinon sur la mort elle-même. Mais la deuxième fois, la chance m'a souri. J'avais pris soin de la provoquer, cette chance, en choisissant l'une des tombes les plus faciles à piller. Elle était en bordure du cimetière et pratiquement pas éclairée par le lampadaire. J'ai pu prendre le pilleur sur le fait. Je me rappelle, il a soulevé la fine dalle avec une dextérité surprenante, stupéfiante. Je l'ai maîtrisé assez facilement, à ma grande surprise. Et je lui ai mis les menottes et j'ai retiré le masque ignoble qu'il portait. C'était une femme. La fille attardée de la bouchère. Je suis resté là, sans rien dire. On s'est regardés tous les deux dans les yeux. J'étais perturbé par sa beauté. Vous vous direz sans doute que me laisser amadouer par cette beauté fait de moi un piètre inspecteur. Mais je vous ai promis de tout dire dans ce récit, à commencer par le fait que ma prometteuse carrière d'inspecteur a été aussi vive et rapide qu'une étoile filante. J'ai tout de même réussi, à grand-peine, à raisonner. Sa beauté m'obsédait certes, mais je voulais trouver ses squelettes avant que les villageois ne soient au courant. L'intuition me poussait à aller chez elle. Nous y sommes allés. Et dans la maison à d'à côté, chez la voisine, j'ai vu le rideau bouger. Quelqu'un nous avait aperçus par la fenêtre. Le temps pressait. Nous sommes entrés discrètement chez la bouchère. Si la chance m'avait permis d'attraper le pilleur, je ne peux pas dire qu'elle m'ait accompagné par la suite. La mère ne dormait pas. Elle ne dormait pas comme je l'avais prévu. Elle attendait dans la cuisine. Peut-être s'était-elle rendue compte que sa fille n'était plus dans son lit, qu'elle disparaissait la nuit venue. Et toujours est-il qu'elle s'est évanouie en me voyant avec sa fille dans le couloir. S'évanouissait-elle de la voir remarcher? En me voyant aux côtés de sa fille menottée? Dieu seul sait pourquoi la fille feignait d'être handicapée. Mais la mère était-elle complice? Allez savoir. J'ai laissé la mère au sol et j'ai traversé la maison tout en tenant la fille par le bras. J'ai ouvert la porte qui donnait sur l'arrière-cour. Au loin, il y avait la grange. La grange dont la voisine m'avait parlé. « Montre-moi où tu les as mis, » ai-je dit. Sans rien dire, la fille s'est avancée et m'a ouvert le chemin. Nous sommes entrés dans la grange. Elle a fixé un tas de paille et j'ai compris. À l'aide d'une fourche, j'ai retiré le tas. Toute la paille. De temps à autre, je lui adressais un regard. Elle regardait au sol, le visage inexpressif. Sous la paille, il y avait une trappe. Je l'ai soulevée. Un escalier conduisait à une cave. Je lui ai dit de descendre la première. Je suis descendu à mon tour. Et c'est là que je les ai vus. Les squelettes dans la cave. Je suis resté un moment abasourdi, en état de choc. Elle avait collé les os de chaque squelette de sorte qu'ils tenaient bien en place. Elle les avait habillés et mis en scène avec les objets qui avaient été enterrés avec eux. Certains portaient des colliers, de fleurs séchées, et des bagues ou des bracelets, mais aussi des chapeaux et des vestons. Je suis sorti de ma torpeur et j'ai vu un journal posé sur la table. C'était le sien. Je l'ai pris en espérant découvrir la raison de ses actes. Puis j'ai fait des photos. Ce n'est qu'ensuite que les ennuis ont vraiment commencé. Ou qu'ils ont commencé tout court. Quelqu'un avait dû prévenir les autres. Le maire est arrivé sur place, il s'est occupé de la mère inconsciente, tout en hurlant « Au secours! À l'aide !» Je n'ai pas cherché à le faire taire, et les villageois ont afflué de toutes parts. Ils ont tous regardé la fille, l'air effaré. « Elle marche !» chuchota un jeune qui croyait en un miracle. Mais ils délaissèrent vite leur stupeur pour sombrer dans l'horreur. Chacun alla dans la grange. Le maire les faisait passer un à un. Ils entraient,
puis ressortait, blême et en proie à la plus grande des perplexités. Les squelettes semblaient revivre sous vos yeux, mais passé l'état de choc, certains ont commencé à insulter la fille menottée, cette metteuse en scène au mystérieux dessein. Le village était en colère pour les pillages, parce qu'elle avait menti sur sa condition d'handicapée, et pour Louis aussi, qui était toujours dans le coma, et puis pour toute cette mise en scène macabre qui n'avait aucun sens pour moi, et encore moins pour leurs cerveaux étriqués, habitués au labeur et aux sermons aliénants d'El Padre. El Padre, parlons-en. Il est arrivé, les villageois l'ont laissé passer pour qu'il inspecte par lui-même le caveau, et ils ont tous attendu, le souffle suspendu, comme si El Padre s'apprêtait à rendre son verdict, à donner une explication religieuse à cette infamie. Mais il n'a rien dit. Il est remonté, comme les autres, tout aussi décontenancé. Il n'a eu pour seul effet de dissuader tous ceux qui n'étaient pas encore descendus. L'air dans la grange était électrique. Je me suis tourné légèrement vers la fille. Elle souriait, non pas d'un air malin et satisfait, mais comme une mère qui sourirait à son enfant. Soudain, le peuple s'est soulevé, et je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. J'ai essayé de m'interposer, mais leur fatigue, causée par le labeur des champs, s'était comme dissipée, et ils ont dirigé tout leur mal-être sur la jeune fille. 3 gars ont saisi la fille et l'ont emmenée dehors, encouragée par le prêtre qui les suivait de près. L'homme d'église était maintenant fou allié. Je l'ai vu dans ses yeux. Je l'ai vu. La fille était encerclée de toutes parts par un essaim dense de gens assoiffés de vengeance. « À mort !» cria une femme. « Qu'on la jette dans le précipice !» dit un homme. Et dans un élan désespéré pour sauver la fille, j'ai tiré un coup de feu en l'air. C'était la première fois que j'utilisais mon arme. La foule des fanatiques s'est arrêtée, et ils m'ont tous regardé avec cette aversion profonde et cette frustration à peine contenue et réfrénée par le revolver que je pointais sur eux. Le prêtre s'est avancé avec sa Bible. Je lui dis de ne plus avancer. Il s'est arrêté, puis j'ai reçu un coup sec dans la nuque. Je me suis réveillé à l'aube, derrière les barreaux du maire. C'est finalement moi, l'enquêteur, qui s'est retrouvé derrière la grille. J'ai cherché le journal de la fille dans ma poche, mais je n'ai trouvé que ma lampe torche. J'ai regardé par la fenêtre, et c'est là que j'ai vu un bûcher. Les villageois brûlaient des chaises et des objets sûrement pris au domicile de la bouchère. J'ai aussi vu le prêtre jeter un livre dans le feu. La mère de la fille assassinée était sur la grande place, elle aussi, près du précipice contre la rambarde. Je la voyais bien depuis la fenêtre de ma cellule. Elle sanglotait. C'est là que j'ai compris. Ils avaient jeté la fille du haut de la falaise. Son corps déchiqueté devait être en contrebas, contre les rochers saillants et maculés de sang encore frais. J'ai été pris de vertige, pas à cause de la hauteur du précipice que j'imaginais et de la chute, mais bien pour ce qu'ils avaient fait à cette fille, si jeune, si belle. Sa profanation, aussi mystérieuse et déroutante soit-elle, ne méritait pas la mort. J'ai respiré lentement pour faire passer le malaise et j'ai regardé au loin. Il y avait une ligne de villageois qui marchaient en direction du cimetière, un squelette sur le dos. Ils allaient déposer les squelettes dans leur cercueil de pierre. J'étais submergé par l'étrange, l'écœurement, et j'avoue avoir été complètement désemparé. Bien plus tard, le maire, le nanti et le prêtre sont venus me voir. « Quand pensez-vous me libérer ?» ai-je demandé. Ils ont ignoré ma question, et le prêtre a commencé à parler. « J'ai brûlé le journal de la fille, » a-t-il dit. « Cet hérétique a reçu le châtiment divin qui s'imposait. » Je n'écoutais que d'une oreille, l'autre étant attentive à la petite voix intérieure qui me disait « Ces hommes sont fous. Ils sont fous, ils vont te tuer, comme ils l'ont fait avec la fille. Trouve donc un moyen de t'échapper. »
Le prêtre parlait toujours. Il expliquait que ça ne leur ressemblait pas, ou qu'il n'aimait pas me garder ainsi en cellule. Et je les ai regardés à tour de rôle, ces déchets humains. D'abord le maire, qui de responsable politique était passé maître de la conservation jalouse du pouvoir, et qui venait de laisser le peuple commettre un crime innommable. Puis j'ai fixé le nanti. Vous savez, le genre d'individu qui reprend l'affaire familiale en espérant bien faire, et qui finit véreux et obsédé de chiffres, grand artisan de l'aliénation des ouvriers agricoles tout au long de l'année. Et enfin, je suis revenu au prêtre, l'homme de foi devenu fanatique sans doute pour mieux se convaincre lui-même. Tous ces gens me dégoûtaient au plus haut point. J'avais affaire à tout un village de meurtriers désormais. C'était tellement absurde et hors du commun que je me suis demandé plusieurs fois si je ne rêvais pas, ou si je n'étais pas sous l'emprise d'un maléfice, ou d'une drogue, que sais-je. Tout sauf savoir cette fille au fond du gouffre, déchiquetée, assassinée froidement par la masse en toute impunité. Je devais appeler mon chef, El Señor Garcia, et des renforts. Mais me laisseront-ils seulement m'en sortir vivant? Ils vont me tuer moi aussi, car j'ai été témoin du crime. Ils voudront garantir mon silence, me faire une place de choix dans leur cimetière. Le prêtre parlait toujours, j'étais dans mes pensées, moi, vous l'aviez compris. Je pensais à cette fille. Qu'avait-elle voulu dire avec ses mises en scène morbides? Et j'ai soudain repensé à moi, l'inspecteur minable qui n'avait pu empêcher son meurtre. J'ai eu un malaise à l'idée d'avoir causé sa mort. Si seulement j'avais su, je l'aurais laissé piller tous les cimetières du monde. Les 3 ordures sont reparties, et bien plus tard, la boulangère est entrée m'apporter à manger. Elle était triste, ce qui m'étonna d'abord. Elle ignorait ce qu'il pensait faire de moi, mais elle m'a concédé qu'il y avait encore une violence dans le peuple, et que la cellule restait le lieu le plus sûr pour moi. Elle déplorait la mort de la fille. Le silence était pesant, je me souviens. Une larme s'est échappée, a suivi la rigole que formait son œil plissé. Elle s'est essuyée d'un revers rapide, puis, comme pour dédouaner ses congénères, elle a dit cette phrase mémorable. « À force de mettre la mort en scène, cette fille a précipité sa fin. » Elle avait le sens de la formule, la boulangère. Si je suis encore là pour vous raconter cette histoire, c'est que j'ai pu m'échapper à la faveur de la nuit, et avec l'aide d'une femme frêle et douce que je n'avais pas encore vue. « Fuyez !» m'a-t-elle dit tout en ouvrant la grille. « Mon mari a perdu l'esprit. Ils ont tous perdu l'esprit. » Sur la commode, j'ai vu une photo du maire et de la femme qui venait de me libérer. Je la regardais à nouveau. Elle avait les yeux humides, son visage était marqué par la tristesse. Je l'ai remerciée et suis sorti par l'arrière du bâtiment. Pour rejoindre ma voiture, il m'aurait fallu traverser le village, c'était beaucoup trop risqué. J'ai donc fait la route à pied. Mais avant de partir au loin, j'ai fait un détour pour voir si le corps était toujours au fond de l'abîme. À la lumière de ma lampe torche, j'ai découvert son corps mutilé. J'ai failli tomber en syncope, je l'ai regardé encore une fois. L'expression de son visage avait quelque chose de satisfait. Je n'aurais su le dire, car la douleur de son expression se superposait à la satisfaction. Allez savoir, j'étais confus, encerclé par la nuit et l'horreur. Personne ne mérite une telle fin, pensais-je à nouveau. Mais que sais-je au juste du destin des hommes? J'ai laissé le corps là, et j'ai fui, lâchement. J'ai tellement marché que j'ai troué mes chaussures. J'étais absorbé par mes pensées. J'avais 2 préoccupations en tête. Première préoccupation, quel était le dessein de cette fille? Et pourquoi s'être fait passer pour une handicapée? Pour s'épargner toute une vie de labeur au champ? Pour éviter l'aliénation au travail? Mais n'est-elle pas devenue folle de toute manière, à rester muette, assise, à feindre sa démence, à s'ennuyer à la campagne, à moins qu'elle n'ait été folle dès le départ? Et puis, a-t-elle sorti ses squelettes pour déjouer la convention, la tradition,
le rite qui consiste à les enfermer dans des cercueils, pour montrer la mort sous sa crue réalité et ainsi en tirer quelques enseignements. Mais quels enseignements? Que nous finirons tous comme ce ramassis d'ossements sales? Que nos vies sont vaines, aussi vaines que nos questionnements, nos rêves, nos querelles et nos projets? Et qu'elle peut bien être morte après tout, que nous la rejoindrons très prochainement. Et la suite prouva que je n'eus jamais vraiment réponse à ces questions. Deuxième préoccupation, bien plus terre à terre cette fois, la justice. Et je devais rendre justice, car un meurtre impuni avait été commis. Après un jour de marche à travers le pays, j'ai fini par rejoindre une route. Quelqu'un m'a pris en autostop et j'ai pu retrouver la ville. Je m'en allais chercher mon patron, El Señor Garcia. Sur le moment, mon esprit était tellement perturbé par les événements et la fatigue que j'oubliais complètement les relations qui liaient cet homme au maire d'El Precipicio. Je lui ai tout raconté, et c'est sa réaction qui m'a fait comprendre mon erreur. Il s'est levé, s'est servi un grand verre d'eau qu'il a bu d'une traite, et il est resté près de la fenêtre, le regard dans le vide. Après quoi, il a déclaré: « Le maire m'a signalé ta fuite. Ils ont merdé. Je ne peux le nier. » Puis il s'est retourné vers moi et m'a regardé au fond des yeux. J'avais compris. Il était complice. Il maintiendrait le secret sur l'issue tragique de l'affaire et s'assurerait que je ferais de même. Je découvrirai par la suite que le maire d'El Precipicio lui avait graissé la patte. On est resté assez longtemps à se regarder sans rien dire comme ça. « J'ai de grosses affaires en cours », a-t-il ajouté sur un ton plus enjoué. « Pourquoi tu ne te mettrais pas sur ces dossiers, hein ? Ça sonnait faux. Ça sonnait si faux. » Je suis resté là sans rien dire. Comment pouvait-il passer toute cette affaire, l'ensemble de l'affaire sous silence? « C'est dans la ville, » a-t-il ajouté encore. « T'auras plus à battre la campagne. » Je me suis levé et sans jamais lui tourner le dos, je suis sorti de son bureau. Après quoi, je suis allé vomir dans une allée qui sentait le chou. 2 jours plus tard, j'ai tenté un recours en justice, désespéré. Mais je fus vite rattrapé par la réalité, celle de la collusion, des cercles d'influence et des sphères de pouvoir. Lenteur administrative, manque de preuves, je perdais du temps. J'ai reçu des menaces de mort que j'ai versées au dossier, mais rien n'y faisait. Une enquête a été ouverte pour être classée le jour suivant. Même la mère de la fille avait renoncé aux poursuites. Que lui avait-il fait pour qu'elle se taise? 1 semaine plus tard, je ne m'étais toujours pas résigné à fuir pour sauver ma peau. J'ai juste pris soin de changer d'appartement. Et un soir, où je me rendais au cinéma en espérant me changer les idées pour 1 heure ou 2, on m'a pris en filature. Je les ai d'abord semés, puis j'ai fini dans un bar pour me saouler. Je ne pensais qu'à elle, à la fille assassinée. J'avais l'impression amère qu'on avait sauvagement tué mon âme sœur. Le monde des hommes est absurde, mais il devient insoutenable quand il fait fi de telles tragédies. Je regardais les autres autour de moi. Ils parlaient et riaient, comme si cette fille n'avait jamais existé. Le barman m'a dit que j'avais mauvaise mine et m'a conseillé de rentrer. Je ne me souvenais pas avoir autant bu de ma vie. J'étais amoureux de la soif ce soir-là. J'étais amoureux d'elle. J'ai payé et je m'en suis allé. J'en faisais une affaire privée. J'étais devenu détective privé, au sens propre du terme. Et la femme du maire m'a appelé, peu de temps après. « Inspecteur, lui-même, je n'ai pas beaucoup de temps. Une enquête a été ouverte pour savoir comment vous êtes échappé. Un collègue à vous s'en charge, je crois. Les soupçons se sont portés sur moi, et j'ai dû fuir la colère de mon mari. Avant de partir, j'ai cependant trouvé le journal de la fille. J'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. Je l'ai avec moi. Mais j'ai vu le prêtre jeter le journal dans le feu le lendemain du meurtre. Le prêtre a disparu depuis 1 semaine. Attendez 1 minute. J'aimerais comprendre. Venez me retrouver ce soir, interrompit-elle. Elle m'a donné 1 heure et un lieu de rendez-vous avant de raccrocher. J'avais confiance en elle, c'était elle qui m'avait délivré. Mais quelque chose clochait. J'hésitais à m'y rendre, puis j'y suis allé.
Naturellement, c'était un piège. Le maire, le prêtre et le nanti étaient bien là, la femme du maire aussi. Je la sentais désolée. On l'avait obligée à servir d'appât pour se racheter. Je ne lui en voulais pas. Je m'en voulais, à moi. J'avais été aveuglé à l'idée de découvrir le contenu du journal et par l'alcool de la veille et l'émotion. Quel amateur je faisais. Quel idiot. Me voilà attaché à une chaise. Il ne savait pas quoi faire de moi. Me faire taire était difficile, car il me savait intègre et il ne pouvait pas non plus me tuer tout de suite. C'est alors que Garcia est arrivé, leur a parlé en privé. Moi, j'avais le nez cassé et l'œil droit complètement fermé. À côté, il semblait s'engueuler. Ça a duré assez longtemps. Puis Garcia est venu me voir et j'ai compris que lui seul avait empêché le pire. Ça ne le rachetait pas non plus. Il m'a fait promettre de garder le silence, de tourner la page. Ces gens-là, je les connais depuis longtemps, a-t-il dit. Je leur suis redevable. Ils me sont redevables. Ils en savent autant sur moi que j'en sais sur eux, tu vois. Si je leur ai proposé tes services, c'est que t'es réglo. Et j'ai besoin que tu passes ton chemin. Voilà ce qu'il m'a dit. Ils m'ont libéré sur ordre de Garcia. Je comprenais que j'étais sous surveillance. Ils ont tous repris leur voiture, seul Garcia est resté un peu. Tuer cette fille était une folie, m'a-t-il dit. Mais ne tente aucun recours en justice. Je pourrai plus faire grand-chose. T'es jeune, alors tu devrais vivre encore longtemps. Très franchement, ce discours m'amusait, comme si ce langage devait laver leurs crimes inhumains. Ne pouvait-il pas simplement dire qu'ils me buteraient sans vergogne dans un terrain vague de la ville, sous un pont ou au bord d'une rivière à remous? Non, ils étaient comme désolés, comme raffinés soudain, comme hésitants, comme si ce n'était pas de leur faute s'ils sont ce qu'ils sont, des assassins. Ce doit être la déesse qui se joue d'eux, comme Vénus s'est jouée de Phèdre, oui, ça doit être ça. Malgré tout, je sentais que Garcia était dans le plus grand embarras. Ses relations l'obligeaient à couvrir la tragédie d'El Precipicio, mais il avait toujours eu pour moi une certaine affection, comme un père vis-à-vis d'un fils. C'est d'ailleurs parce qu'il avait une totale confiance en moi qu'il m'avait mis sur cette affaire. Mais à l'époque, personne n'aurait pu prévoir que ça allait tourner aussi mal. On peut bien contrôler le peuple un temps, mais il est des choses qui le rendent incontrôlable. Et si Garcia était sûrement embarrassé, que dire de moi? Je me retrouvais devant un dilemme. Dois-je renoncer aux poursuites, pensais-je, pour avoir la vie sauve, mais la conscience entachée? Ou renoncer à mon instinct de survie et mourir intègre, peut-être même en héros? Je suis sorti du hangar désaffecté et peu de temps après j'ai fait des insomnies. Je repensais à l'affaire des nuits entières, au point d'être migraineux et d'en tomber malade. Les événements, étranges jusque-là, prirent une tournure tout à fait surnaturelle. Ça commença par une simple perte de sommeil. Je n'avais jamais éprouvé le besoin de dormir beaucoup, mais depuis la tragédie, je ne dormais que 2 ou 3 heures chaque nuit. Même si mon visage paraissait inchangé, je me sentais fatigué, j'avais parfois des vertiges et surtout j'avais un fourmillement à l'avant du crâne. Parfois, je restais des heures les yeux ouverts, dans mon lit. Je regardais le plafond. Et puis, j'ai entendu sa voix, si suave. Elle m'apaisait. Je ne m'en suis pas étonné au début, car cette voix me plongeait peu à peu dans le sommeil. Mais un matin, je me suis dit que c'était anormal. Ces voix ne venaient pas d'une radio que j'aurais laissée allumer, ni même de mon cerveau éreinté qui se serait mis à divaguer. Vous avez beau être exténué par le manque de sommeil, votre conscience sait distinguer une simple pensée d'une voix étrangère. Je réalisais soudain que quelqu'un me parlait la nuit. J'ai donc fait un essai. J'ai pris un somnifère en journée pour dormir profondément et récupérer un peu de sommeil. Le soir venu, je suis resté éveillé le plus tard possible, mais j'ai fini par fermer les paupières. Et c'est à cet instant que je l'ai entendu. D'abord sous la forme d'un murmure,
Mon esprit luttait pour ne pas sombrer dans le songe et rester attentif à ces paroles venues d'ailleurs. Parmi les murmures, j'ai entendu quelques mots plus distincts que les autres. Puis plus rien. Je me suis réveillé à midi le lendemain, sans savoir si j'avais rêvé ou si quelqu'un m'avait parlé. La nuit suivante, je n'osais plus bouger. Sa voix, toujours plus claire et déterminée, m'oppressait. Je me suis levé pour aller prendre un verre d'eau à la cuisine, et c'est là que je l'ai vu, au bout du couloir. Son corps maculé d'hématomes, de plaies béantes, ses membres déchiquetés en maint endroit, ses os broyés çà et là, ses cheveux étaient collés par un sang abondant et coagulé. Son visage, relativement épargné, n'exprimait rien. Ses yeux n'étaient que deux orbites noires, noires comme l'univers insondable. Elle n'a rien dit, mais j'entendais son esprit. Elle s'est avancée vers moi, lentement, et j'ai ressenti un frisson parcourir tout mon corps. J'ai levé les yeux au ciel, malgré moi, puis plus rien à nouveau. Le jour suivant, j'étais au sol, une bosse à l'arrière du crâne. J'avais dû m'évanouir. J'ai su que je n'avais pas rêvé, car j'ai revu le spectre à plusieurs reprises depuis. Il me suivait, il attendait quelque chose de moi. Voyant que le dilemme me rendait malade, que je ne pouvais pas me résoudre à classer l'affaire, et que son esprit me tourmentait, j'ai décidé de poursuivre l'œuvre de la fille assassinée, même si je n'avais toujours pas cerné son dessein. À partir des photos que j'avais prises dans la cave, j'ai poursuivi son œuvre. C'était la seule manière de la venger. C'était ce qu'elle attendait de moi, moi qui avais vu la collusion qui régnait, la justice qui périclitait. Au final, l'art macabre de cette fille était le seul à pouvoir rendre justice. Je reconstituais donc sa mise en scène macabre et pour ça, je pillais les cimetières alentours. Bien sûr, je m'attirais des ennuis. Un soir, j'ai dû assommer un policier dont je ne sentais plus le pouls. Mes nuits étaient hantées, car j'étais pris de superstition à l'endroit des morts que je pillais, et parce que je ne me reconnaissais plus. J'avais peut-être tué cet homme, un policier, un homologue, mais j'ai terminé la reconstitution. J'ai ensuite écumé toutes les galeries d'art du pays, je recherchais le macabre, le bizarre, un endroit digne d'exposer l'œuvre reconstituée de la fille d'El Precipicio, et je l'ai trouvé chez un galeriste à 150 km de chez moi. L'endroit était lugubre, parfait en tout point. L'homme était vieux et je le suspectais d'être un peu dérangé. Je lui ai montré les photos de mes œuvres. Il a observé la mise en scène des squelettes, puis il a dit « Quand voulez-vous exposer ça ?»« Je peux vous amener tout le matériel dans 2 jours. » ai-je dit. Il a froncé les sourcils, a passé les photos en revue, fait quelques pas. Il n'osait pas me le demander, alors j'ai pris les devants et lui ai assuré que les ossements étaient des faux. Avait-il fait le rapprochement avec la rubrique des faits divers qui parlait de mes pillages en ville? Peut-être. Toujours est-il qu'il a accepté. 3 jours plus tard, les squelettes étaient exposés dans la galerie. N'importe qui aurait pu voir que les squelettes étaient de vrais ossements. En 1 ou 2 jours à peine, les premiers visiteurs avaient répandu la nouvelle dans tous les environs. Bientôt il y eut la queue devant la galerie. La presse locale se chargea du reste. Puis ce fut au tour de la presse nationale, européenne et mondiale. Et comme la presse avait besoin de mettre un nom et un visage sur cette exposition, j'ai fait mon entrée médiatique. Je me suis présenté comme l'artiste lui-même. Je n'ai rien dit de l'épouvantable meurtre collectif d'El Precipicio. Je tenais encore à ma peau. Le soir même, cependant, j'ai reçu la visite de 2 inconnus qui m'ont passé à tabac, sans pour autant me tuer. C'était à cause de mon numéro de mauvais goût. Je n'en avais pas assez dit pour mériter plus, mais l'exposition dérangeait tout de même. Après ça, je n'ai guère récupéré le sommeil. Chaque soir, je peinais à dormir. La culpabilité me rongeait toujours. Je pensais à elle, tout le temps. À son corps inerte au fond du précipice. Je la vois encore certains soirs. J'ai dû quitter la ville. Mon ancien chef Garcia m'a annoncé qu'un avis de recherche avait été lancé sur ma personne. Le vieux galeriste a eu son lot d'ennuis.
La police a débarqué chez lui et a emporté tous les squelettes. Une analyse en labo a dû confirmer depuis qu'il s'agissait des squelettes que j'avais pillés un peu partout. Le policier que j'avais assommé est décédé dans son coma. Tout comme Luis. Rappelez-vous, Luis le trabajador. La fille comme moi, nous étions coupables d'homicide. J'ai pris peu après des nouvelles du médecin de campagne. Il m'a raconté la peur qui s'est instaurée dans le village d'El Precipicio quand l'expo a fait la une des journaux. Il m'a raconté qu'ils se sont tous précipités pour voir si les tombes étaient encore intactes. Mais comme ils avaient des doutes, ils ont rouvert les tombeaux pour être sûrs que les squelettes étaient là. Et pour toujours les avoir à l'œil, ils ont remplacé les couvercles de pierre par des plaques transparentes pour voir à travers. Ce qui s'est passé après est à la fois burlesque et malsain. Je n'aurais pu imaginer une telle issue à cette histoire macabre. Le cimetière d'El Precipicio est devenu en quelque temps une attraction touristique. Oui, vous avez bien entendu, une attraction touristique. Le maire a passé des coups de fil et expliqué que le village avait été la première victime de mes pillages immondes, raison pour laquelle ils avaient dû remplacer les couvercles de pierre par des plaques transparentes. Le maire maîtrisait l'art oratoire. Il parlait bien, aussi bien qu'il mentait. Et naturellement, la presse fut conquise. Mon expo, bien sûr, avait été arrêtée et la galerie fermée. Mais elle avait fait suffisamment de bruit pour attirer les regards du monde entier. En quelques semaines, des touristes ont débarqué dans le village d'El Precipicio, là où tout avait commencé. C'était une manne financière pour tout le village. Chaque villageois qui avait une tombe dans le cimetière recevait une partie des recettes réalisées grâce aux visites. J'ai alors décidé de revenir au village, malgré l'avis de recherche qui était lancé contre moi. J'ai pris soin d'être méconnaissable, bien sûr. Une casquette, une paire de lunettes et une perruque bien faite ont suffi à garantir mon anonymat. La curiosité était trop grande. Je voulais constater tout ça par moi-même. Des squelettes à la vue de tous, mais aussi des tombes fraîches où l'on pouvait voir à travers le cadavre en décomposition, avec les vers et la moisissure, les globes rongés par le temps, la poussière et les insectes. C'était la charogne qui faisait scandale et attirait davantage de touristes. Et la charogne, c'est le manteau du squelette, parce que quand les os se débarrassent de tout ce qui pue et est immonde, il ne reste qu'un squelette épuré et bien présentable. C'est la mort encore fraîche qui est vraiment moche. La vieille mort du squelette, elle, est tolérable. Pour la vie, c'est exactement l'inverse qu'il se passe. La jeunesse du vivant est belle. La vieille vie dérange, car elle est malade et toute proche de cette jeune mort toute pourrie. Voilà que l'odeur des corps me donnait la nausée, la petite odeur de mort qui passait à travers la vitre. Cette attraction était sans nul doute la plus glauque jamais conçue. Et sans le vouloir, j'en étais l'artisan. J'ai parlé au médecin, qui m'a conté toute l'aversion qu'il avait pour le nouveau fonds de commerce d'El Precipicio. Je me sentais responsable de toute cette situation. Ensuite, je suis allé voir la mère de la défunte. C'était devenu un légume. Elle s'enfermait dans le mutisme et ça m'a fait un pincement au cœur. J'ai aussi croisé la femme de Luis. Sous mon déguisement, la veuve ne m'a pas reconnu. Et je repensais soudain au policier que j'avais accidentellement tué. Je ne méritais peut-être pas de vivre, tout comme la fille. Il existe déjà des tombes ouvertes et attitrées à El Precipicio pour ceux qui pensent mourir là-bas. C'est 10 000 € la tombe. Et dépêchez-vous parce que les prix montent. Pour ma part, je dois repartir, la police est toujours à ma recherche. J'ai appris plus tard, du médecin, que le prêtre avait eu une attaque. On l'avait retrouvé dans le confessionnal, les yeux écarquillés et le visage marqué par une expression d'épouvante. Maintenant on peut voir sa dépouille toute pareille aux autres, et à terme il en ira de même pour le maire et tous les malfrats qui ont passé le meurtre sous silence.
La mort, c'est l'équité parfaite, peut-être la seule perfection accessible à nous autres ici-bas. Tous pourrissant derrière la plaque transparente, exactement comme l'aurait voulu la fille. Le médecin m'a aussi raconté que le soir où ils avaient inauguré le cimetière, le maire a dit avoir vu un esprit rôder aux abords du cimetière. Il a fini par faire un déni complet et effacer cette vision de sa mémoire. Mais ça s'est su, et la notoriété du village n'en fut que plus grande. La légende raconte que certains soirs dans l'année, on peut voir un esprit marcher entre les tombes et troubler le sommeil des morts. À l'heure où j'écris ces dernières lignes, il est 5 heures du matin. Je n'ai jamais retrouvé le sommeil d'antan. Quand je me regarde dans une glace, je ne trouve plus le jeune homme d'autrefois. J'ai commis un meurtre, au nom de l'art des pilleurs de tombes. J'ai les cheveux gris, la peau ridée. Je ressemble chaque jour un peu plus à un vieillard. Et la police, elle, me traque toujours. De l'inspecteur jeune et ambitieux ne reste rien, si ce n'est mon arme. Elle est chargée, posée sur la petite table, juste là. J'hésite à l'utiliser, vous savez. Par la fenêtre, le vent agite les branches des grands arbres. Je l'entends, comme toujours. Et au loin, dans la brume, je peux l'apercevoir. Elle flotte. Elle m'attend.